Bonjour, c'est Romain Bédouc. Bienvenue dans 100% PSG, la tribune, 12e épisode de la saison, votre émission débat autour du Paris Saint-Germain, disponible en podcast et sur la chaîne YouTube 100% PSG par ici, Paris, Île-de-France. C'est ma première dans la tribune sur cette nouvelle chaîne. Donc, petit message à tous nos viewers. Merci pour vos partages, merci de nous suivre, merci de liker, de commenter toutes les vidéos. On a tous les abonnés de l'ancienne chaîne à aller rechercher. Donc, c'est par vos likes et par vos commentaires qui peuvent se voir proposer nos contenus. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous demain. On sera en live pour le match face à Leverkusen dans la grande soirée de Ligue des Champions. On sera en live sur la chaîne YouTube. Vous pouvez venir participer à cette grande soirée avec Pia, avec Rabé et bien sûr avec Bruno qui sera en Allemagne. En plus, c'est le meilleur moment pour s'abonner. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ma période préférée de l'année. Est-ce que vous la sentez, cette période? Celle qui vient forcément tous les ans, toujours, souvent assez tôt dans la saison, une période pendant laquelle on fait travailler la mémoire de nos téléphones en enregistrant tout plein de trucs, une période pendant laquelle on rigole pas mal. Ça y est, depuis ce week-end, on y est. C'est la période pendant laquelle les Marseillais croient au titre. C'est trop bien, c'est le moment. Ça y est, qu'est-ce que c'est bon, on entend des trucs incroyables à chaque année. Il y a son lot de déclarations folles. Il y a 3 ans, c'était des trucs du genre, je pense que Nuno Tavares, il est meilleur que Nuno Mendes. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y a 1 an, on avait droit à le milieu Højbjerg-Rabiot. C'est meilleur que Vitinha, Neves et Ruiz, vous trouvez pas? Bah voilà, j'ai hâte d'entendre le millésime 2025 quand ça va comparer Greenwood à Dembélé ou Peixao à Kvaratskhelia. Profitons de cette période, on s'en délectera en fin de saison quand, bizarrement, le PSG sera encore champion de France. Ça n'empêche que tout n'est pas parfait à Paris, qu'il y a des choses à décrypter, à analyser, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait de mieux ici. 100% PSG la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de 100% PSG, la tribune, on fera le j'aime pas sur le match de Strasbourg, le match nul, 3 buts partout en Ligue 1. Et puis on aura quelques questions. Le PSG est-il trop en gestion en championnat, puisque le PSG a perdu sa place de leader au profit de l'OM. On fera un petit focus sur Zabarni et Chevalier. Est-ce que l'adaptation des recrues est compliquée et difficile depuis le début de la saison? Et puis on se penchera sur Leverkusen. Va-t-on retrouver le PSG en mode Ligue des Champions avec, en plus, on l'a appris ce matin, les retours de Dembélé et de Marquinhos. Ça va être des débats hyper intéressants avec l'équipe. Je vous la présente tout de suite. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune du jour? On a Matt Ford, Nice Matin et SoFoot. Salut Matt. Salut. Comment ça va? Ça va bien, c'est les vacances, c'est Halloween. Alors, est-ce que dans le sud, tu sens l'espoir des Marseillais? Tu le sens toi chez toi aussi ou pas? Mais pas tant que ça, ils ont été un peu chassés de la Côte d'Azur par les Parisiens déjà, il y a beaucoup de fans du PSG. Et malheureusement, il y a encore des gens qui supportent l'OGC Nice. Donc là, en ce moment, vu que l'OGC Nice a gagné, c'est plutôt eux qui sont en forme, quoi. C'est pas trop une terre marseillaise, bizarrement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu pourras peut-être te déplacer pour sentir cet espoir-là et puis mieux t'en délecter en fin de saison. Jonathan Bensadoun de Canal Supporter est avec nous. Bonjour, bonjour à ça tous. va? Ça va super. Ouais, Ouais, semaine de Ligue des Champions, ça fait plaisir. c'est pas mal, non? Ouais, c'est cool. C'est bien, ça me manquait un petit peu. Ouais, exactement. Ces Ouais. trucs-là. Ouais. C'est plutôt sympa, ouais. On est toujours très heureux de t'avoir avec nous, Jonathan. Marc Méchenois, journaliste indépendant spécialiste du Mercato. Spoiler, il y aura peut-être des infos dans cette tribune. Comment ça va? Ça va bien, ça Ouais. va super bien. Je voulais rajouter dans ta chronique, j'avais un souvenir surtout de Maxime Lopez qui était l'égal de Marco Verratti il y a quelques années. Quand même. Oui, il y avait eu ça. Voilà. Maxime Lopez qui est très bon avec le Paris FC maintenant. Ouais, C'est vrai. c'est vrai. Mais- Bon, Mais c'est pas Verratti. voilà. C'est vrai. Merci d'être avec nous les copains. On va commencer tout de suite avec le j'aime pas. Vous en avez un chacun, un j'aime et un j'aime pas. On va commencer avec toi Mathieu. Tiens, quel est ton j'aime après ce match face à Strasbourg, ce match nul, 3 buts partout? J'ai bien aimé le match, enfin, j'ai envie de dire, de Warren Zaïre-Emery, car il avait quasiment joué tous les matchs depuis le début de saison et j'ai pas de souvenir qu'on se soit follement emballé, avec notamment cette prestation catastrophique, un peu comme tout le monde à Marseille. Et peut-être que ce retour en équipe de France d'espoir, où il a beaucoup joué, il a été plutôt bon, lui a fait du bien. Mais en tout cas, je trouvais qu'à Strasbourg, on avait retrouvé un peu le Warren qu'on avait vu il y a 2 ans, où il prenait. Voilà, il arrive à perforer des défenses adverses, des blocs, il remontait la balle plutôt juste avec les pieds, du jus. Ça a fait du bien de le voir comme ça enfin. Et donc j'espère que c'est un rebond salutaire et que vu le groupe qui est tombé aujourd'hui, je pense qu'il va enchaîner à Leverkusen. Et s'il pouvait
reprendre sa progression, ça ferait du bien à tout le monde. Il a joué tous les matchs pour le moment, depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery. Pas forcément avec le même niveau sur tous les matchs. Alors les mauvaises langues des réseaux sociaux parlent du fait que c'est parce qu'il est célibataire. C'est pas sympa. C'est pas sympa d'associer ça pour Warren Zaïre-Emery. Mais ça n'empêche que c'est vrai qu'il était mieux face à Strasbourg, Jonathan, que ça a fait du bien de le retrouver un peu. Ouais, j'ai l'impression de retrouver le Warren de 2023. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 2 ans, donc ça fait plaisir. Moi, j'ai revu un peu effectivement ces mêmes mouvements, cette même personnalité, en fait, qu'on appréciait de Warren à cette époque. On a l'impression qu'il avait peur de rien. Je me souviens contre Dortmund ou contre Milan, ce genre de match où il allait au contact, il allait récupérer les ballons, il allait casser des lignes, il ne réfléchissait pas trop sur le terrain, mais pas de manière péjorative, mais justement comme on l'aime, c'est-à-dire il était beaucoup plus instinctif. Et là, j'ai revu un peu ce côté-là, d'autant que j'ai trouvé en plus assez leader dans ce milieu de terrain. C'est le milieu qui a touché le plus de ballons dans le match contre Strasbourg. Donc, je suis très content pour lui et je suis très content aussi pour le PSG parce que tu avais toujours ces 3 titulaires immuables et tu avais l'impression qu'ils ne pouvaient pas changer. Mais là, si tu as un Warren en plus qui récupère sa forme, bah, en fait, au-delà du fait que tu as une bonne option, tu as aussi carrément une possibilité pour Luis Enrique de s'adapter en fonction de son adversaire avec un profil comme celui de Warren parce que tu n'en as aucun comme lui dans l'effectif du PSG. Donc, qu'il continue et j'ai hâte de le voir aussi demain contre le Bayer Leverkusen parce que je pense qu'il a vraiment quelque chose à faire avec Warren cette saison. Et signe qu'il va mieux, le PSG ne le cache pas, ça sera lui. Alors, au moment où on enregistre la tribune, la conférence de presse n'est pas encore passée, mais ça sera lui qui sera avec Luis Enrique à 17h15 pour la conférence de presse du PSG. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que Hakimi n'était pas là, Neves n'était pas là, et c'est pas Warren qui a joué arrière droit, c'est Mayoulou. Et puis je trouve que c'était pas plus mal comme ça quand même. Mayoulou était plus intéressant que Warren dans la projection. Et pour revenir à Warren, j'ai le sentiment que c'est pas parfait en fait, mais c'était quand même très 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 solide. Avec des choses qu'on l'a pas vu faire depuis un petit moment, ces courses balle au pied où il casse des lignes, ces duels à l'épaule où il est solide. Je pense que c'est pour refixer des bases et retrouver une progression et une constance. C'est une bonne performance. C'était un match très intéressant. Et puis en plus, il avait le brassard. Donc c'était un joli signe aussi. Il avait le brassard, comme avec les espoirs d'ailleurs, où c'est Mathieu qui le disait qu'il avait été assez bon avec l'équipe de France U21. On va faire le j'aime de Jonathan. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé face malgré tout le psychodrame qu'il y a autour du Paris Saint-Germain en ce moment, j'aime encore une fois le... Psychodrame, ça va. Non, mais quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que c'est une crise, etc. Enfin, on va vous rappeler ce qu'étaient les crises d'automne pour le Paris Saint-Germain. On en est très loin. Ne spoilez pas trop. On est d'accord. Non, mais c'est pour parler justement que cette équipe a quand même un sacré caractère. On l'a vu encore contre Strasbourg. Ça a commencé déjà cette saison contre Tottenham, où tu es mené 2-0, tu marques 2 buts dans les 5 dernières minutes et tu gagnes en plus au tir au but. Ça s'est poursuivi contre le Barça en Ligue des Champions où tu es mené et en plus de ça tu as une équipe quand même plutôt B voire C et finalement tu arrives à retourner la situation, à dominer et à gagner. Et là c'est pareil, tu commences très bien le match. Strasbourg marque coup sur coup 3 buts, dont 2 vraiment très très évitables. Tu pourrais te dire, et d'autant qu'en plus derrière les changements de Luis Enrique montrent que clairement tu fais pas rentrer Hakimi, tu fais pas rentrer Nuno Mendes ou du moins dans les dernières minutes vraiment, mais voilà, tu fais pas rentrer Vitinha, donc tu as l'impression qu'on pense vraiment avec des champions, mais en tout cas les joueurs qui étaient sur le terrain, eux, ils avaient faim d'aller chercher un résultat, en tout cas ils rejetaient la défaite. Et tu étais mené 3-1, tu es revenu à 3-3, tu aurais même pu gagner à la fin. Donc honnêtement, je suis toujours assez impressionné par cette espèce de rejet de la défaite qu'a cette équipe. Et ça fait plaisir, même dans des matchs de Ligue 1 comme ça, où tu pourrais le lâcher, mais non, tu vas chercher quand même le match nul. Mathieu, on parlera tout à l'heure de l'aspect gestion qu'a le PSG et qu'a Luis Enrique en Ligue 1. Mais c'est aussi intéressant peut-être dans ce match face à Strasbourg. Ce qui est intéressant, c'est que justement, l'équipe est menée 3-1 à la 49e. On ne fait pas rentrer l'armada complète. Les remplaçants doivent être mis face à leurs responsabilités. Oui, tu as le coach qui essaye d'installer une forme de confiance à la fois au second couteau, mais aussi aux très jeunes. Je pense à Mbaye ou à N'Jantou qui sont énormément responsabilisés en l'absence de pas mal de cadres. Et il se dit que pour le moment, alors qu'en face, tu as quand même une grosse équipe qui est quand même européenne, que tu peux faire le travail, soit prendre le nul, soit pourquoi pas gagner avec cette équipe-là. Et tu n'as pas besoin
de sortir un peu tous les joyaux de la couronne. Et c'est vrai que ça peut être positif sur le moyen terme, mais c'est toujours risqué parce que si on avait perdu vendredi, peut-être que ça aurait mis un coup au moral à tout le monde, on aurait remis ses choix encore plus en question. Mais pour l'instant, et puis l'expérience de l'année dernière, on a le sentiment que il a une forme de gestion, même à moyen terme et même long terme, qui est plutôt optimale. Et tu es obligé de lui faire confiance de manière empirique. Ouais, bon, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur la confiance qu'on peut avoir en Luis Enrique. C'est intéressant, tu parlais de la morosité peut-être ambiante qu'il pouvait y avoir. Ouais. C'est ton j'aime pas, c'est ton j'aime pas, Marc. T'en as un peu marre de cette ambiance-là qu'il y a? Ouais, moi, cette tendance à l'alarmisme, parce que tu as fait 2 matchs nuls et une défaite, m'agace. Je trouve que ce PSG, avec cette direction, ce coach, ont donné des gages de confiance qui sont assez. Enfin, c'est très important. Et donc, quand tu es à 1 point du leader, donc tu es toujours dans la course, le tout sans avoir de préparation physique, en jouant en Ligue des Champions avec un calendrier dantesque. Je pense qu'il Et faut quelques blessés. Hein, et beaucoup de blessés, dont tes meilleurs joueurs. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre et rester très calme parce que au coup de sifflet final du match, toi et moi, on a été interpellés par un auditeur régulier de la tribune à qui on passe le bonjour, Guillaume, qui nous demandait si on était inquiet, s'il y avait une crise, mais en fait pas du tout. Et après la défaite à Marseille, moi j'avais dit ici qu'il fallait s'attendre à ce que le PSG ait des matchs avec des grands coups moins bien physiques, des contre-performances, parce que la machine en fait elle se rôde et il faut pas oublier d'où vient le PSG en fait. Toutes les équipes, elles ont eu un mois et demi de préparation, 3 semaines. Et Paris, c'est 1 semaine de préparation. Donc, il y a des moments, ça va caler et ça va encore caler. Donc, il faut s'y habituer. L'important, c'est que, je pense, eux, ils gèrent leur calendrier comme ils l'entendent. C'est-à-dire, il faut rester dans les 8 premiers de la Ligue des Champions pour pouvoir s'exempter, en fait, de 2 matchs au mois de février dans une période de l'année qui est cruciale et qui, au lieu de faire match, récupération, match, va te permettre de faire match, de la récup, de la tactique et d'être plus tranquille et d'aborder plus sereinement cette deuxième partie de saison où le PSG sera très très attendu. Mathieu, quand on pense au passé, je parle pas du passé d'il y a 4-5 ans, hein, je parle du passé d'il y a 15 ans, 20 ans, et qu'on dit là quand même, c'est peut-être un petit peu la crise, on a fait 2 matchs nuls de suite, on rigole quand même, non? Bah après, on est une communauté à la fois hystérique, à la fois enfant gâté. On a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, je pense, hein, en vivant une saison absolument historique. Et tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé, en fait. Et que là, tu as des gens, si tu les laisses faire, ils dégagent le coach, ils changent tout, ils veulent tuer Campos. Enfin, c'est aussi la magie de ce club. Et je pense que la morosité ou l'hystérie ambiante actuelle, elle est aussi liée au fait que le leader s'appelle l'OM, que ça met beaucoup de buts, que tu as l'impression, comme toujours, qu'ils ont trouvé des choses qui marchent, ils vont te titiller, et tu as une forme d'inquiétude qui est presque irrationnelle. Alors que, comme l'a dit Marc, tu as un point, tu joues avec des remplaçants depuis 3 semaines, tu as eu 15 jours de vacances cet été, tu as fait 180 matchs l'année dernière. Enfin, tu as plein de conditions qui expliquent que tu as un début de saison physiquement qui est difficile, et pourtant, dans les faits, tu as fait 6 sur 6 en Ligue des Champions, alors que l'année dernière, tu n'avais même pas 6 points après 4 journées. Donc, c'est vrai que c'est pas facile avec ce club, et nous les premiers de prendre un peu de recul, de relativiser et de se dire, putain, quand tu as connu le 5-1 à Sedan avec Pius Ndiefi, où tu te faisais vanner par tout le monde, Je me rappelle le lendemain, j'étais allé au camp des loges et Bergerot se faisait virer, je crois, le lendemain de ce match-là. Ouais. C'était fou. Ouais, on a pris des 4-0 à domicile en coupe par Auxerre, quand tu te faisais sortir en Coupe d'Europe par Maccabi Tel Aviv. Enfin, on a quand même traversé des choses absolument apocalyptiques avec ce club et à des degrés de compétition qui sont bien moindres. Et on s'est toujours relevé. Donc là, c'est du pipi de chat, en fait, quoi. C'est vrai que c'est rien. Ah, et puis je trouve que on parlait du passé, mais j'ai envie de dire que presque les supporters ne retiennent pas les leçons du passé. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, Donnarumma, c'était à la porte, Dembélé, c'était un flop, Doué, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, Luis Enrique n'était plus l'entraîneur et l'homme de la situation. Il tenait pas son groupe. Il tenait pas son groupe exactement. Bon, C'était pas faux. C'était pas faux. Non, mais il y avait des contestations un peu en interne. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, une saison, je pense qu'on est bien placé pour le savoir, elle est longue en fait. Et là, tu es sur à peine
un mois et demi de compétition, 2 mois. Ok, tu as effectivement des circonstances. Et puis, encore une fois, c'est pas comme si le PSG était 7e de Ligue 1. Paris est 2e à 1 point du leader. Je voyais qu'ils avaient, certes, que 3 points de moins que la saison dernière, mais 3 points de plus que la saison d'avant, en 2023, où ils sont champions. Donc, faut pas non plus... Et ils ont 6 points en Ligue des Champions, dont une victoire sur la pelouse du Barça. Bon, enfin, respirez les gars, ça va quoi. C'est quand même une année 2025 extraordinaire. Spoiler alerte, Paris ne va pas gagner tous ses matchs cette saison. Voilà, je suis désolé. Mathieu, tu disais que c'était peut-être aussi dû au fait que les Marseillais étaient leaders à notre place. C'est la première fois depuis 2014-2015 que, hors première journée, Marseille est leader de Ligue 1. Voilà. Ah ouais, on enlève la première journée parce qu'il y a des équipes à 3 points, etc. Mais sinon, hors première journée, c'est la première fois que Marseille est leader de Ligue 1 depuis 10 ans. Moi, je retire pas le fait que Marseille va certainement faire une très belle saison. Mais comme tu l'as dit, une saison c'est long et il y a des moments où en fait Marseille aussi vont traverser certainement des trous d'air. Déjà là, la blessure de Gouiri par exemple, comment ça va s'orchestrer avec la rotation offensive, la Ligue des Champions, gérer, etc. Ils peuvent la gérer. Je pense que ça, ils avaient. Il y a Aubameyang, il y a Weah, il y a plein de joueurs qui peuvent jouer devant. Mais voilà, une saison c'est long. Et il y a dans un groupe qui a énormément tourné cette saison, j'attends de voir comment eux ils vont gérer les moments difficiles voilà. Et là, ce week-end, ils ont un gros match à Lens. Pour moi, ça fait partie de ces petits matchs-là qui vont te dire si oui ou non ils vont te casser les pieds pendant longtemps ou pas. Tu vois. Alors, on reste sur le match de Strasbourg. Je vais prendre le j'aime pas de Jonathan. Qu'est-ce que t'aimes pas ? Qu'est-ce que t'as pas aimé sur ce match-là ? Écoute, alors ça dépend parce que j'aime bien le quarterback Lucas Beraldo, mais j'aime moins le défenseur Lucas Beraldo. C'est-à-dire que pour jouer au football, au soccer, voilà, pas au football américain. Exactement, pour jouer au soccer, c'est un peu plus compliqué. Football américain, super, les transversales, les trucs, magnifiques. Non, mais plus sérieusement, j'avoue que je commence à m'impatienter, justement, on parlait de patience, et je commence un peu à m'impatienter sur Lucas Beraldo, parce que je trouve quand même qu'il a beaucoup de temps de jeu. Luis Enrique, il essaie de lui faire confiance, et qu'il est quand même très, très souvent très décevant, quoi. Et là, encore une fois, je trouve encore ce week-end extrêmement poussif, et je trouve que ce n'est pas anodin que on en parlera un peu tout à l'heure sur les recrues, Zabarni était en difficulté sur tout le match, et au moment de sa sortie et l'entrée de Pacho, Zabarni, il a gagné derrière tous ses duels en 1 contre 1, je l'ai trouvé bien meilleur. Pareil du match contre le Barça où Zabarni il était aux côtés de Pacho, je l'avais trouvé excellent. C'est pas anodin et je pense que moi je trouve que Lucas Beraldo honnêtement est un peu un poids dans cette défense parce que je vois même un Lucas Hernandez que je trouvais monter en puissance, je l'ai trouvé un peu moins bon. C'est sûr que quand t'as pas Pacho devant à côté de toi, c'est un peu plus dur quoi. Donc il va falloir commencer à réfléchir sérieusement sans tirer de sonnette d'alarme, mais peut-être en deuxième rotation, parce que ta première rotation c'est Zabarni, mais quelle place il a oui, c'est ça, parce qu'à un moment, va falloir réfléchir, quoi. Ouais, moi, sa prestation et ce match, c'est pas anodin, il m'a fait penser à la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ouais, quoi. C'est Chelsea et Strasbourg, c'est le même groupe, avec des philosophies de jeu qui sont assez similaires. Et dans ces 2 matchs, il a été en difficulté. Quand une équipe a du presse haut, vient perturber les relances, il est bon sur la relance, mais voilà, ces équipes où il y a du duel, dans le duel, c'est assez faible. Moi, dans le 1 contre 1, il se fait bouger. Hein. Et dans ces 2 matchs, t'enquesses 3 buts. Ouais. C'est pas. Moi, il y a beaucoup qui disent que avec Pacho, ça aurait été un autre match contre Chelsea. Alors, je veux pas que ce soit à ce point-là réducteur, mais c'est vrai que honnêtement, Lucas Beraldo, je pense que les équipes adverses visent clairement ce côté-là, et à chaque fois, ça passe, quoi. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand le PSG est dominant, ça se passe plutôt bien pour lui. Enfin, quand le PSG est ultra dominant, ça se passe plutôt bien pour lui. Par contre, quand il y a des courses, quand il y a du duel, là, tu le vois beaucoup plus friable, quoi. Mathieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut plutôt le gérer en se disant on va peut-être mettre Lucas Hernandez en vraie doublure de Pacho, et puis en fait sur ces matchs-là, Nuno Mendes il n'a pas trop de doublure, ou alors on met un autre milieu de terrain pour éviter que Beraldo soit trop important dans cette rotation. C'est un peu ce que disait Marc, c'est en fait si tu es dans des matchs où tu as l'assurance d'avoir tout le temps la balle, d'être ultra dominant et de jamais être mis en danger, tu peux le mettre parce qu'il a un beau pied, mais dès que tu vas avoir un peu de duel, de devoir aller au mastic ou de défendre vers ton but, tu sais qu'il va se faire casser la bouche par n'importe quel attaquant de Ligue 1. Ça, le problème, c'est vrai que Strasbourg, c'est une très belle équipe de Ligue 1. L'attaquant argentin, il est vraiment très fort, c'est un gros bébé. Enfin,
là, c'est pas n'importe qui, mais tu as le Panicelli, sentiment que ouais. même si tu le mets sur n'importe quelle équipe de Ligue 1 un peu ambitieuse, il va être constamment en difficulté. Donc, est-ce que le petit Camara qui a fait une bonne Coupe du Monde U20, il peut avoir un coup à jouer en essayant de le griller un peu? Mais moi, je serais pas étonné que à la fin de l'année, ça fera 2 ans et demi qu'il est là. Et ben, on se pose la question de est-ce que c'est un joueur qu'on peut garder? Est-ce qu'on a réussi à honnêtement lui faire franchir un immense palier en 2 ans et demi? J'ai pas le sentiment pour le moment. Donc voilà, tu l'as valorisé. Est-ce que c'est pas le moment de partir sur un autre projet? Parce que je trouve que même nous, dès que tu vois qu'en plus il a eu l'idée très conne de reprendre ce numéro 4 au club qui est absolument maudit, puisque c'est Cabaye, Krikoviak, Lugano, il aurait fallu lui expliquer tout ça. Mais ouais, je trouve qu'il dénote vraiment énormément. Et puis ouais, c'est vrai, quand tu vois que Pacho rentre, t'as l'impression que c'est pas le même monde, quoi. Ouais, c'est pas la même chose. Bon, tiens, je te laisse la parole, Mathieu, parce que ton j'aime pas, il concerne un autre joueur du PSG, là, sur ce PSG Strasbourg. Alors, il a marqué Gonzalo Ramos, pourquoi c'est ton j'aime pas? Bah, au début, je voulais prendre l'ami Lucas Chevalier, mais vu qu'on a un petit On débat va en après, je parler me suis après, dit, ouais. ouais, je vais le laisser. Et puis, ouais, en fait, c'est toujours le même débat autour de Ramos, c'est que dès qu'il débute un match, tu sens que vraiment, il parle pas la même partition que les autres, et c'est un point mort pour le collectif, le lien, et c'est vraiment dur de jouer avec lui, quoi. Des fois, son début de match, je l'ai revu, là, tu as des contrôles du tibia, des approximations, tu sens vraiment, il est malaisant techniquement par rapport aux autres et c'est difficile de combiner avec lui. Donc parfois tu joues vraiment à 10 et autant il apporte quelque chose quand il rentre 10-15 minutes et qu'il faut aller chercher un score ou mettre de l'impact comme à Barcelone. Mais dès qu'il débute le match, c'est vraiment extrêmement dur. Et j'ai l'impression qu'on se répète tout le temps, mais je lui vois pas non plus d'avenir à moyen terme, à part dans un rôle de super remplaçant, quoi. Ouais. Bon, oh, il y a eu, le penalty, ça pouvait être un problème parce qu'on rate des penalties depuis le début de la saison. Ça n'a pas fait un pli Ah, au moins. incroyable. Au moins, Pour ça le coup, peut ça, faire on un pli. peut, on peut le Mais reconnaître que c'est Petit qui a tiré. c'est quand même pas, c'est pas satisfaisant le contenu des matchs de Gonzalo Ramos. J'ai l'impression que c'est le seul joueur sous Luis Enrique qui a un statut. Je m'explique. Je pense que c'est acté que de toute façon, en Ligue des Champions, il sera remplaçant. Quoi qu'il arrive, il va toujours préférer les quatre de devant, plus Seny Mayulu. Donc c'est de base, c'est un 6e choix. Et je pense que le deal presque qui passe avec Gonzalo Ramos, c'est en Ligue des Champions, tu seras jamais titulaire parce que dans ces matchs-là, voilà. Mais en Ligue 1, tu seras toujours limite mon premier choix sur le banc qui essaiera de jouer pour essayer de lui donner une espèce de confiance pour justement parce que là c'est là où il est bon quand il rentre en jeu, il arrive à marquer, pour lui donner cette espèce de confiance. Et c'est presque ce deal un peu implicite de en Ligue des Champions, vraiment tu seras que mon super sub et tu seras jamais rien de plus, mais en Ligue 1 bon, voilà, c'est là où tu vas jouer, c'est là où tu vas courir, c'est là où tu vas essayer de marquer. Mais voilà, et tu le vois que de toute façon, c'est ce que disait Mathieu, il a raison. Il fait tâche, quoi. Franchement, techniquement, il fait tâche parce que tu vois même un Seny Mayulu à côté, voir Ibrahim Mbaye, alors qui a ses petites limites, mais qui au moins techniquement essaye de créer des différences, d'accélérer, mettre de l'impact sur un côté. Mais Ramos, il peut être là ou ne pas être là, c'est pareil. Et c'est presque parfois handicapant parce que c'est là où je rejoins Mathieu, c'est que sur la première mi-temps, tous les contrôles sont ratés. Tous les contrôles sont ratés, un peu difficiles, etc. Et en fait, il ne te sert à pas grand-chose, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur le temps de jeu, je suis allé vérifier. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, seulement de Ligue 1, 90 minutes contre Lens, 89 contre Marseille, 90 contre Auxerre, 90 contre Lille, 90 contre Strasbourg. C'est-à-dire que on disait, Marc, avant, il n'a pas de continuité, il ne sait pas où est-ce qu'il en est, son statut, etc. Là, ou alors il a été blessé. Là, physiquement, il est à 100%, il joue. Il y a de moins en moins de circonstances atténuantes. Bah, ce qui est plus problématique, je dis, c'est pas tant qu'il marque pas en fait, c'est que dans le jeu, tu le vois pas, tu le trouves pas, tu sens pas que ses partenaires le cherchent pour aller chercher une combinaison. Et moi, je suis pas sûr que ça soit un problème de technique pure pour le moment. Tu vois, je pense que c'est un vrai problème de confiance. Tu sens que le garçon, il a beau être généreux, tout ce que tu veux. Il n'est pas en confiance et c'est un garçon qui, s'il commence à marquer 2-3 buts et à faire un ou deux bons matchs, tu peux le retrouver, mais c'est vrai qu'il est trop intermittent aujourd'hui. Et la question que je me pose clairement, c'est à la fin de la saison, quel bilan va en faire la direction sportive?
Est-ce que la porte lui sera ouverte et qu'est-ce que tu fais pour le... Ou est-ce que le fait d'avoir un profil comme le sien, c'est pas tout bénef parce qu'en fait, tu sais que quand tu as Ousmane Dembélé, aujourd'hui, tu peux pas vraiment lui mettre de la concurrence ou venir lui mettre un top attaquant mondial type Julian Alvarez. S'il assume son statut de remplaçant, c'est vrai que c'est tout bénef pour le PSG, quoi. C'est vrai que c'est bénef. Et puis après, s'il l'assume et que dans le même temps, il reste performant quand il rentre, c'est une bonne chose, quoi. On rappelle que Gonzalo Ramos est le meilleur buteur parisien en Ligue des Champions. Un but contre l'Atalanta, un but contre le Barça. Donc vivement son but demain face à Leverkusen. Hein, voilà, on prend. Non, mais surtout, en plus, il peut aspirer à quoi d'autre comme club de haut standing, tu vois. Je pense que dans les clubs du niveau de Paris, il aura encore moins de temps de jeu. Et donc, ça veut dire que soit il veut plus de temps de jeu, mais il accepte de redescendre d'un ou de deux crans dans la hiérarchie et l'importance des clubs, ou soit ce rôle lui convient. Je veux dire, Solskjaer, il a fait 10 ans à Manchester comme ça. Je pense qu'il n'a pas à rougir de sa carrière. Et oui, tout le monde y trouve son compte. Mais c'est à lui aussi de savoir, d'avoir déjà un regard assez objectif sur ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, et il préfère être, je sais pas, être titulaire à Villarreal ou être remplaçant au PSG. Après, c'est à lui de voir. Hein. Puis en Et fait, à son agent, bien sûr. c'est justement c'est assez juste ce que tu dis. En fait, la question, c'est aussi quel marché est là. Est-ce que tu préfères être remplaçant à Paris ou être titulaire dans une équipe d'un calibre moindre, ou peut-être tu joueras pas l'Europe, ou tu joueras un milieu de tableau. À Paris, tu es quasiment sûr d'être champion tous les ans et puis d'aller disputer, on va dire, au moins un quart de finale, pas loin d'un quart de finale de Ligue des Champions, quoi. Et puis à ça, on rajoute la problématique équipe nationale aussi, parce qu'on se rappelle, la Coupe du Monde 2022, c'était il y a 3 ans, quand il a mis son triplé, c'était contre la Suisse, je crois. Ouais. On se disait, c'est la relève devant, etc. On est 3 ans plus tard, Cristiano Ronaldo, il est toujours titu, il marque toujours, il marque toujours, et Gonzalo Ramos, il est cantonné au banc de touche. On va terminer ce j'aime pas avec le j'aime de Marc. Mon j'aime, il n'est pas sur le match. C'était difficile de trouver un j'aime, je trouve. Mon j'aime, c'est sur ce qui est entrepris en ce moment par la direction du club. J'arrête juste un petit peu. Spoiler, c'est peut-être là qu'il va y avoir des infos. Ouais. Voilà. Branchez-vous, c'est peut-être maintenant. Non, sur ce qui est entrepris par la direction sportive et les nombreuses prolongations qui sont en discussion actuellement. Déjà, ce qu'on peut dire et ce qui a été écrit par les confrères de l'équipe la semaine dernière, c'est que le cas de William Pacho avance très bien. En réalité, il y a un accord de principe entre les deux parties sur la durée de contrat et sur le salaire. En fait, il est arrivé avec un salaire qui n'est pas énorme compte tenu de son statut actuel. Donc, il a signé jusqu'en 2029. Il va avoir une revalorisation. Il va prolonger d'1 an et il y a encore des discussions pour savoir si dans cette prolongation, donc jusqu'en 2030, il va y avoir une année optionnelle ou pas. À savoir, est-ce qu'elle sera levée au bout d'un certain nombre de matchs unilatéralement, comme ça a été le cas pour Marquinhos qui a prolongé jusqu'en 2028. Voilà, après dans les autres discussions... Et juste, cette prolongation est sur le même modèle que depuis maintenant 2-3 ans, le même modèle de Vitinha, oui, avec des bonus. Hakimi ou avec un... Alors Hakimi, je ne suis pas sûr qu'il en ait... Ok, mais c'est un fixe un peu plus bas et des bonus qui permettent d'avoir un salaire... c'est un bon fixe avec des variables. Par exemple, pour Marquinhos, c'est nombre de matchs, je crois que c'est 25, 50 matchs, et puis des paliers, des paliers accessibles, enfin des variables accessibles en fonction des paliers franchis en Ligue des Champions. Ok, voilà. Donc c'est pour l'année dernière, il était au top, Marquinhos. Pour l'autre gros dossier, l'autre gros morceau, alors il y a Fabien Ruiz qui est en discussion aussi. Le club veut aussi prolonger le contrat d'un jeune de la formation qui est Mathis Jean-Jacques, qui est apparu à une reprise en Ligue 1, je crois que c'était contre Auxerre. Ouais, c'était pas, quoi. Donc ils veulent en faire le signer pro. Et puis le gros dossier, ça reste quand même celui d'Ousmane Dembélé. On en a un peu parlé la semaine dernière. Il n'y avait pas de négociation visiblement entreprise depuis le début de la saison. Et il faut dire ce qui est, c'est que le Ballon d'Or a accéléré les tractations, ou en tout cas les a réveillées. Et prolonger un Ballon d'Or et prolonger un joueur qui n'est pas Ballon d'Or, c'est pas la même chose. Donc ça va être tout l'enjeu des négociations, ce statut de Ballon d'Or. Il y a une première tendance ou pas ? Non, pour le moment, pas vraiment. Après, si je me fie à une histoire récente, c'est-à-dire que le club fixe un cadre, qui est celui que tu as évoqué, c'est-à-dire un fixe avec des bonus.
Et ensuite, il y a des discussions, mais si j'en crois un passé récent, donc Hakimi, je crois que sur les variables, je ne suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, au moins que les autres. Et puis un garçon comme Nuno Mendes, l'année dernière, quand il a eu la première négociation et que le salaire qui lui était proposé... ça l'avait un peu, comment dire, ça l'avait refroidi, ça correspondait pas à son statut. Quand on est titulaire dans le 11 de départ, les joueurs considèrent qu'ils doivent faire partie des 11 meilleurs salaires du club. Lui, il partait avec un salaire très très bas et donc il a entamé un bras de fer en disant que il était prêt à partir. Il y avait un club qui était prêt à le faire venir, c'était Manchester United. Et puis au final, le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il fallait pour le conserver. Donc dans son bras de fer, il a obtenu gain de cause. Donc moi, j'ai tendance à croire qu'il y a un cadre, mais un cadre mais que ça s'adapte suivant les... C'est ajustable en fonction du rapport de force, du bras de fer, de la volonté réelle du club aussi. Ça veut dire que Donnarumma, ça n'a pas véritablement ajusté. Voilà. Voilà. Mais de toute façon, je crois que Luis Enrique l'a dit, il a fait un choix technique, il a fait un choix de management. Donc parmi toutes ces infos... ce que t'aimes, c'est quoi? Ce que j'aime, c'est qu'on pourrait croire pour certains. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Luis Campos, laisser rentrer un joueur dans sa dernière année de contrat, c'est non. Il n'aime pas ça. Fabian Ruiz 2027, donc ça veut dire pas cette saison, la fin de cette saison, mais la fin de la saison d'après. Donc, il anticipe. Et j'aime le fait que la direction sportive, que Luis Campos soit dans l'anticipation par rapport à ses joueurs, et que aussi il y a une forme aussi de récompense assez naturelle par rapport à l'investissement et par rapport en fait à ce qui a été fait la saison dernière, une saison historique au club qui est récompensée par une prolongation et une revalorisation. Et c'est aussi comme ça que dans le milieu du football, on fait avancer des joueurs. Mathieu, cette anticipation, ça change un petit peu au Paris Saint-Germain, non? Oui, je pense que le cas Mbappé a crispé et cristallisé tellement de choses que plus personne n'a envie de revivre ce genre de choses. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'avec Gigio, on était capable de faire des choix extrêmement forts sur des joueurs établis, sur lesquels on pensait qu'ils avaient franchi un cap extrêmement important. Après, l'histoire dira si c'était un bon move ou pas, mais ça peut être bénéfique dans des négociations de dire à un joueur attends, non, si on te dit non, ça peut être non, et regarde, Donnarumma, il est parti, quoi. J'ai pas d'infos, mais par exemple, moi, le cas d'Ousmane Dembélé, je serais pas étonné que ça se termine un peu comme dit Joe, même si le profil technique, là, pour le coup, il colle plus à ce que veut le coach. Mais Ousmane, il a déjà un immense salaire. Il faudra voir la saison qu'il fait, parce que la saison dernière, elle est hors norme dans sa carrière, à tous les sens du terme. Il y a très peu de blessures, un nouveau poste, une espèce de découverte de l'appétence pour le but. Il y a plein de choses qu'on n'avait jamais vues chez Ousmane. Est-ce qu'il va être capable de refaire une saison pareille? Moi, je serais curieux de voir, tu vois, on se pose en juin et puis on regarde dans le rétro quelle saison il a fait. S'il a refait une saison, peut-être pas du même acabit, mais dans des proportions un peu similaires, tu dis, bah oui, là, on a réussi à changer un joueur, on peut miser sur lui avec un gros salaire, avec son statut, etc. Si tu retombes dans des standards de l'année 2023-2024 quand il arrive, où il finit l'année, je crois, avec 5 buts, 6 buts en Ligue 1, peut-être tu peux te dire, est-ce que c'est pas le moment de se séparer? Il aura 29 ans. Donc, je trouve ça bien d'anticiper en étant capable de faire des choix extrêmement tranchés et en mettant de côté tout ce qui est le côté affectif. Gigio, c'était froid, c'était clinique, mais je pense, comme l'a dit Marc, pour avancer, il faut faire des choix comme ça, où tu regardes devant et tu mets de côté tout l'affect. Marc, tu voulais réagir? Moi, je suis assez d'accord avec le constat qui est posé par Mathieu. Après, à la différence, la question, c'est s'il prolonge, quelle est la durée de son contrat? Est-ce que c'est 1 an ou est-ce que c'est 2 ans? Est-ce qu'on l'emmène jusqu'à 31? Ou est-ce qu'on l'emmène 1 an de plus avec tout simplement une revalorisation salariale qui correspond à son statut de Ballon d'Or dont le PSG va jouir en termes d'image et donc en termes de revenus. Donc c'est aussi ça en fait que demandent les joueurs et qu'avait demandé Lionel Messi lorsqu'il y a eu des discussions pour prolonger, c'est qu'il est Ballon d'Or, que le club jouit de son statut, de sa renommée aussi financièrement, et donc il demande une augmentation de salaire parce que c'est une forme d'intéressement tout simplement. Est-ce que tu sens le Paris Saint-Germain plus prévenant dans tous ces dossiers?
Je pense qu'il y a eu quelques cas qui ont marqué les esprits, on va dire, comme d'un joueur qui est peut-être qui a la plus grosse valeur marchande au monde et qui finalement est parti libre. Donc je pense que Paris veut pas vivre 2 fois le même traumatisme. Et donc effectivement, un grand club de toute façon, mais comme toute entreprise, c'est gouverner, c'est prévoir. Donc là, effectivement, tu es dans une situation où Ousmane Dembélé, alors tu as encore du temps, il a encore 2 ans et demi de contrat, mais effectivement, va falloir sérieusement se poser la question à la fin de cette saison s'il n'a pas prolongé, s'il faut le laisser partir ou pas, ou le vendre. Et c'est bien déjà qu'il y ait ces premières discussions, parce qu'au moins, à la fin de cette saison, on saura clairement ce qui se passera de Dembélé. Soit il prolonge, et auquel cas, on continue l'aventure. S'il ne prolonge pas, il ne se trouve pas d'accord, il y a de fortes chances qu'il parte à l'été 2026. Marc, tu voulais, pour terminer. Ouais, il y a, si on se souvient bien, la première année où Luis Campos arrive à la direction sportive du PSG, je crois qu'il a 4 fins de contrat à gérer dans l'année. Il y avait Sergio Ramos, il y avait Lionel Messi, il y avait Marco Verratti, et je crois qu'il y avait Marquis, je suis plus sûr de ça, mais il y en avait 4, puisque Mbappé venait de reprolonger, et lui, c'est un mec qui a horreur de gérer ça à l'arrache, parce qu'il sait que le club, de facto, il est en position de faiblesse. Donc soit il a tranché et il veut que le joueur parte, soit il veut garder le joueur, mais le joueur peut s'offrir à des clubs qui vont lui proposer une prime à la signature énorme. Et donc là, c'est très difficile de les faire prolonger, ou en tout cas, il faut sortir un carnet de chèques qui est trop important et qui ne correspond pas au cadre financier du club. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parlait d'Ousmane, il y a d'autres joueurs en fait, qui vont être concernés dans les mois à venir par ce mouvement de renégociation, de prolongation. Il y a Bradley Barcola. Bradley Barcola, c'était le cas déjà la saison dernière. Avant le mercato, les discussions elles se sont arrêtées. Le joueur a changé de représentant aussi, c'est peut-être dû à ça. Représentant qui a plusieurs joueurs dans l'effectif et qui va lui-même être concerné par de nombreuses discussions. Cet été était très convoité aussi quand même. Il y a Liverpool et puis il y a le Bayern qui est venu, qui a appelé directement le président Nasser Al-Khelaifi pour connaître la faisabilité du dossier, et ils ont dit c'est mort. Il bougera pas, donc lui aussi il est dans une optique de je veux voir comment la saison évolue. Puis il y a un autre joueur, je pense, qui est un peu dans le même cas que Pacho, c'est Joao Neves, qui a un salaire qui est pas très très élevé, mais qui a un rendement qui est extrêmement important depuis qu'il est arrivé, et qui a été une des pièces maîtresses, une des chevilles ouvrières du 11 de départ de Luis Enrique, et qui devrait je pense aussi être prolongé d'ici la fin de la saison. C'est certain, et puis on l'a compris avec ton explication sur Pacho, que quand tu pars avec un salaire un peu plus bas, les variables de négociation sont bien plus grandes, et donc il y a beaucoup moins de possibilités d'avoir des conflits. Alors, plus bas à l'échelle du PSG. Hein, à l'échelle du PSG, bien sûr. Que si il y a des clubs qui viennent, qui s'étouffent quand même. Quoi. Tu voulais dire un truc, Matt, avant en 2027, tu vas avoir 2 cas qui sont plutôt qu'il faut gérer. C'est Asseni Mayoulou, et bon, c'est un peu moins important, mais Ibrahim Mbaye aussi, je crois qu'ils sont en fin de contrat en 2027. Il a une année optionnelle. En plus, c'est 3 Mayoulou Ibrahim Mbaye. Mbaye. Mais Mayoulou, tu vois, c'est 2027, donc je pense qu'il faudra aussi se pencher. Mais je crois que ça avait déjà été entamé l'année dernière, la prolongation, mais il faudra. Lui, pareil, il doit pas avoir un variable énorme, donc ça va être plus facile, mais c'est des joueurs comme ça où ça arrive vite. Puis après 2028, tu as des joueurs, je pense qu'a priori, tu as plutôt envie de te débarrasser, parce que je crois que c'est Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernandez, et Lee Kangin, et Gonzalo Ramos. Donc ça, c'est des joueurs pour l'instant. Il y a le temps. Voilà, il y a le temps, puis c'est des joueurs qui sont moins indispensables à l'heure actuelle, et sur lesquels je suis pas sûr qu'il y ait des prolongations qui soient lancées de manière très active et très vite. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant de faire ce petit point sur les prolongations avec toi, Marc. On va faire les débats. On va pas non plus faire 3 heures sur la Ligue 1, et on va se projeter sur la Ligue des Champions, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, notamment avec les retours de Dembélé et de Marquinhos. Mais avant ça, je voulais qu'on revienne sur... On en a parlé dans le J'aime même pas, sur le fait que le PSG ait perdu cette place de leader en Ligue 1. Le PSG qui est donc 2e derrière l'Olympique de Marseille. La question qu'on pose, c'est: est-ce que le PSG est trop en gestion ? J'ai quelques stats, je les ai données notamment dans le billet 100% PSG ce matin sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France. Sur les 3 derniers matchs, on prend les 12 titulaires habituels. Les 12 titulaires, c'est les 10 joueurs de champ qui ont démarré la finale de Ligue des Champions. On remplace Donnarumma, on met Chevalier, ça fait 11, et on rajoute Barcola, ça fait 12. Sur ces 12 joueurs, sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, il y en a 3 qui étaient au coup d'envoi, à chaque fois, maximum. Sur les 8 matchs de Ligue 1, on a 5 matchs où il y en a eu 5 ou moins
Donc ça veut dire qu'il y a un véritable turnover, il y a un véritable choix de la part de Luis Enrique de ne pas mettre l'équipe type. L'équipe type, elle a été mise une seule fois, c'était contre Angers sur la deuxième journée de Ligue 1, où on en a 11 qui ont joué. Le seul qui n'était pas là, c'était Kvara, qui était absent sur ce match-là. Il y a un vrai choix qui est fait de la part de Luis Enrique. Jonathan, est-ce que tu penses que c'est un peu trop de gestion et que face à un Olympique de Marseille qui potentiellement est plus fort que les années précédentes, il faut peut-être pas griller autant de jokers qu'on pouvait le faire. Après, il a aussi pas eu le choix. Parce que là, j'ai par exemple contre Lille, tu as eu 6 absents pour blessure. Tu peux faire de la gestion ou pas de gestion, mais quoi qu'il arrive, quand tu as 6 blessés en fait. Donc, il faut faire avec. Surtout qu'en fait, les matchs où c'était un peu problématique, bon, c'est Marseille où tu as eu aussi vraiment une palanquée de blessures. Et paradoxalement, Marseille, c'est là où il y a peut-être eu le plus de titulaires qui se sont remis dans le 11. Complètement. Contre Lille, donc tu as 6 blessés majeurs, Neves, Ruiz, Dembélé, Doué, Marquinhos et Kvara. En plus de ça, ça a été un match 3 jours après un gros match de Ligue des Champions, juste avant la trêve, donc c'est compliqué. Et là, pareil, pour le retour, tu as un retour de trêve contre Strasbourg, qui est aussi une grosse équipe de Ligue 1. Pareil, rebelote, tu as des absents aussi très importants à quelques jours d'un match de Ligue des Champions. En fait, c'est ce qu'on se disait un peu en préambule de tout ça, c'est que la saison est longue. Si tu vas forcer le retour de certains, et on l'a vu indirectement avec un joueur comme João Neves, il est revenu contre le Barça, il s'est blessé à l'échauffement, depuis on ne l'a plus revu. Donc on a essayé un peu peut-être de forcer un petit peu son retour à João Neves, il s'est reblessé. Pareil pour Fabien Ruiz contre le Barça. Et on savait qu'il avait été en délicatesse avec sa cuisse. Il s'est blessé contre le Barça à la 60e minute. On l'a plus revu. Et là, à nouveau, il n'est pas dans le groupe pour affronter le Bayer Leverkusen. La saison du PSG, d'autant là, en plus, avec toutes les compétitions qui s'enchaînent et le fait que Paris sort d'une année 2025 extraordinaire, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc évidemment, aujourd'hui, le but, c'est de rester quand même toujours à l'affût des matchs de Ligue, être à l'affût en Ligue 1, être à fond en Ligue des Champions pour être rapidement, tout de suite, c'est ce que tu disais, Marc, tout à l'heure, pour éviter aussi des matchs supplémentaires au mois de janvier-février. Et pour derrière, en fait, s'assurer en fait, être toujours compétitif en Ligue 1, rester compétitif en Ligue des Champions, et tout en gérant en fait les organismes pour être à fond. Arriver le sprint final le printemps, comme les grands clubs en fait. J'ai l'impression qu'en fait au PSG on découvre ça. Le Real Madrid, ils ont fait ça pendant des années. Paris découvre ça, qu'en fait une première partie de saison, c'est surtout presque là pour la gestion d'effectifs, la gestion de la préparation physique pour être au top pour le printemps. Et c'est là où ça compte, c'est là où les matchs de Ligue des Champions comptent, c'est là où tu vas gagner un championnat, c'est là où tu vas gagner toutes les coupes. Donc, et d'autant que là, cette année en plus, tu as une Coupe du Monde qui se rajoute. Donc c'est-à-dire que même pour les joueurs, la deuxième partie de saison, elle est d'autant plus importante que les années précédentes. Donc, c'est pour ça que Luis Enrique fait avec. Il le fait très bien, puisqu'en plus, il donne la confiance à des jeunes joueurs comme Mayoulou, comme Mbaye, comme Lee Kang-in, qui reprend un peu du poil de la bête. On en parlait tout à l'heure de Zaïre Emery. Donc, je trouve que la gestion, en fait, est plutôt bonne et cohérente. Et 6 sur 6 en Ligue des Champions, deuxième de Ligue 1 et un point de la première place. Non, moi, je trouve ça très bien. Est-ce que tu veux ajouter après ça? Ce que j'aimerais, c'est avoir ton avis. Là où j'aimerais avoir ton avis, c'est est-ce que tu penses que c'est quelque chose de choisi par Luis Enrique ou de subi de par les blessures? Non, je pense que c'est complètement choisi. Sinon, il aurait fait le forcing pour avoir un ou deux joueurs de plus au mercato, tu vois. Je le vois comme ça. Et puis, il y a un truc, c'est qu'après l'année que tu as vécue l'année dernière, au-delà de ton retard à la préparation, tu dois aussi gérer des mecs qui ont besoin, je pense, d'un repos mental et d'une reprise adaptée en termes psychologiques, tu vois. Donc, des charges de travail, des charges de match bien réparties. Et je crois que lui, il est très attentif à tout ça. Et de toute façon, tu vois bien dans son management qu'il n'y a rien qui est fait au hasard, il n'y a rien qui n'est pas anticipé. En tout cas, lui, il ne veut pas subir des choix, il ne veut pas... il a toujours des options ouvertes. Tu le vois très bien quand il monte en tribune, c'est pour découvrir des nouvelles choses, avoir des marges de manœuvre supplémentaires. C'est un garçon, c'est un homme qui est dans l'anticipation de toutes les problématiques, et je crois qu'il a très bien réfléchi à la gestion de sa saison. Et voilà, force est de constater que soit il y a très bien réfléchi, soit il est un mec qui s'adapte parfaitement, mais je privilégie la première option. Mathieu, est-ce que tu trouves qu'on est trop en gestion en Ligue 1 ? Parce qu'il y a aussi cette idée de vouloir
constamment dominé. On a été un peu habitué à ça aussi. Et donc voir qu'on est non seulement pas leader, mais qu'en plus c'est Marseille devant, etc., ça peut chagriner. Mais est-ce que c'est too much? Est-ce que cette gestion-là, c'est too much ou pas? Bah, je pense pas. Après, comme l'a dit Jonathan, c'est de la gestion aussi qui est un peu forcée parce que parfois, quand tu as 6 ou 7 titulaires absents, comme toutes les équipes, tu as beau avoir un immense budget, quand tu as 6-4 qui sont pas là, ton équipe elle est forcément moins bonne. Et au final, en plus, tu as un point derrière, mais tu vois, Lille, le match, tu l'as en main et tu perds sur une connerie. Marseille, si Hakimi marque sur l'arrêt de Rouli, c'est peut-être plus le même match. Enfin, c'est quand même des matchs où t'es pas si loin à chaque fois, quoi. Tu vois, bon, Strasbourg, tu reviens. Donc, tu as perdu des points en route, mais sur chaque match où tu as perdu des points, tu as eu des opportunités en plus tu pourrais être à quasiment 8 sur 8 ou 7 sur 7, ce qui serait presque anormal et flippant pour la Ligue 1. Donc, au final, on est en gestion par la force des choses, mais on a réussi à faire 6 sur 6 en Ligue des Champions, ce qui est exceptionnel. Donc je suis plutôt. Voilà, ça fait du bien de voir qu'un coach. Moi, ce qui me plaît, c'est que le coach, il panique pas. Tu sens que il a une forme de zénitude, de maîtrise des choses et il dédramatise tout. Et en fait, lui, à chaque blessure, il voit une opportunité qui s'ouvre plutôt qu'une plainte à faire. Donc je trouve ça bien et ça servira forcément à un moment ou l'autre. Ouais. Et ce qui était hyper intéressant aussi comme image, tu parlais de zénitude et de l'aspect boss de Luis Enrique. Je ne sais pas si vous avez regardé l'image, mais au moment du penalty, de savoir qui allait tirer. C'est Luis Enrique qui désigne, qui dit Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Et ce qui est C'est là que tu super, vois qu'il est dans la gestion. et ce qui est ouf aussi, c'est que tu as les trois, tu as Barcola, Doué et Ramos, il y en a. On a connu des périodes où il y avait des mecs qui prenaient des ballons alors qu'ils n'auraient pas dû, alors que c'était pas à eux de le tirer, etc. Là, les trois, aucun prend le ballon, les trois se retournent et disent patron, c'est qui en fait? C'est qui là? Mais Tu Gonzalo, Gonzalo. c'est là que tu vois qu'il c'est pas il est dans la gestion en fait. Gonzalo Ramos, il fait pas un grand match, il sait que ça peut lui faire du bien de marquer. Voilà, point. Donc voilà, boss, Luis Enrique. On va faire une petite pause et on va revenir pour les deux derniers débats. On va parler des recrues, parce que tu parlais du fait qu'il y ait peu de recrues. Il y en a deux, et pour le moment, elles ont une adaptation qui, peut-être, est un peu compliquée. Et puis on parlera du match de Leverkusen avec les retours de Dembélé et de Marquinhos. Ici. Toute votre info locale est sur l'application mobile. Ici. Restez connectés à tout ce qui se passe autour de chez vous. Des infos pratiques, des idées pour sortir. Et toutes les histoires dont vous allez parler avec vos voisins. L'application Ici dans votre téléphone. C'est aussi, à tout moment, le lien essentiel en cas d'événement climatique autour de vous. Téléchargez gratuitement l'appli Ici. Vous y serez tous les jours. Ici. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, avec Jonathan Bensadoun de Canal Supporter, avec Marc Méchenois, avec Matt Ford de Nice Matin et SoFoot. On va parler des recrues. On va parler d'Ilia Zabarni et de Lucas Chevalier. On va parler de leur début de saison, savoir si l'adaptation est compliquée. Alors, on va commencer par Zabarni. Est-ce que Zabarni est fautif d'ailleurs sur le but de la tête de Panicelli? C'est lui qui est censé être au duel. Alors Panicelli, c'est un bon attaquant, hein, même si un attaquant qui était en deuxième division espagnole l'année dernière. Mais bon, c'est un bon attaquant qui fait un bon début de saison. Est-ce que... je vais commencer avec toi, Jonathan. Est-ce que tu es déçu du début de saison que tu vois d'Ilia Zabarni là, et est-ce que tu trouves, là, par exemple, sur ce but-là, qu'il était fautif? Alors, il est fautif sur ce but-là, oui. Parce qu'encore une fois, en plus, on sait des infos qui ont pu circuler, et je pense que Marc pourra le confirmer. Il cherchait Luis Enrique, un défenseur quand même assez costaud et bon de la tête, justement, qui pourrait, justement, face à des profils comme Panicelli, être au duel. Bon, il s'est raté, force est de constater. Non, Zabarni, je pense qu'aussi il arrive dans une position qui est un peu... en fait, Zabarni, il arrive comme le successeur de Marquinhos. C'est plutôt ça, en fait. Donc, il est en premier remplaçant. Et honnêtement, moi, je trouve qu'effectivement, il a eu des matchs un peu difficiles contre Nantes. Son premier, c'était un peu délicat, même là contre Strasbourg. Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais beaucoup aimé son match contre le Barça. On avait vu ses qualités, que ce soit sur le duel face à l'homme. Il était en plus face à un Marcus Rashford qui a sorti un énorme match. Ses sauvetages sur la ligne, sa qualité de pied, sa qualité de relance, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Et là, en l'occurrence, contre Strasbourg ce week-end,
je l'ai retrouvé, ce Zabarni, qui me rassure et que j'ai trouvé très bon dès que Pacho est rentré. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est un leader de défense? Non, clairement pas, mais on ne demande pas ça aujourd'hui de la part de Zabarni. Mais en tout cas, quand il est bien entouré, quand il est à côté d'un Pacho ou, ça on l'a jamais vu avec Marquinhos, je suis persuadé qu'on voit le vrai Zabarni et donc l'excellent joueur qui a été recruté par Luis Campos et Luis Enrique. Mathieu, après une petite dizaine de matchs, est-ce que tu te dis ouais, je vois quelque chose, mais c'est juste de l'adaptation et donc avec le temps ça va passer, ou non, il y a quand même des failles qui t'inquiètent un petit peu? Non, c'est dur. Bah, déjà, il est extrêmement beau. Enfin, ça, c'est incroyable, ça, d'avoir un joueur aussi beau avec des cheveux comme ça, là, c'est exceptionnel. Et puis, non, moi, je trouve ce qui est impressionnant, c'est, j'ai pas de souvenir qu'on ait eu une carcasse comme ça, quoi. Déjà, je trouve que ça, c'est hyper impressionnant défensivement. Il est plutôt mobile. J'allais te dire, il y avait Skriniar, mais en fait, t'as dit mobile, donc c'était un peu... Voilà, ça. Ah ouais, non. Puis beau et mobile, déjà, tu enlèves Skriniar. Puis je trouve qu'il est quand même plutôt bon avec ses pieds. Non, moi je trouve je suis agréablement surpris parce que déjà, c'est pas facile de rentrer dans ce 11 de départ. C'est pas facile de rentrer avec le joueur le plus capé de l'histoire du club, qui est toujours au club, qui est le premier capitaine à avoir soulevé la Ligue des Champions. Même si il a eu des périodes difficiles, il faut se rendre compte de ce que représente Marquinhos au PSG, ce qu'il représente toujours. Donc c'est pas facile comme succession. Je veux dire, et je trouve que pour le moment, moi les matchs que j'ai vus de lui, je le trouve plutôt rassurant. Je trouve qu'il s'adapte plutôt rapidement. On parle quand même d'un gars dont le pays est en guerre avec le pays dont le gardien remplaçant est issu. Donc il se fait un peu critiquer d'ailleurs en Ukraine pour ça. Hein. Voilà, donc ça j'imagine ça doit forcément jouer. Je ne sais pas dans quelle mesure il cohabite à l'entraînement, dans quelle mesure c'est un truc difficile à gérer au quotidien, mais tu es obligé d'en tenir compte dans ton adaptation. Donc moi je trouve que je suis plutôt surpris et oui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a 1 an pour se faire sa place, pour jouer des matchs petit à petit, s'imprégner de l'équipe, du club, de la ville et pour le moment je trouve que c'est assez plaisant ce qu'on voit, quoi. Marc, tu veux nous donner ton point de vue sur Zabarni, mais juste sur ce qui était dit de lui pendant le mercato, on nous disait c'est aussi un joueur qui potentiellement va peut-être pouvoir dépanner à droite, peut-être être un peu, enfin le profil polyvalent, quoi. C'est comme ça qu'il avait été vendu. Ouais, après ce qu'on vient de voir là au bout de 10 matchs. C'est pas ce qu'on me dit. Hein. C'est pas ce qu'on m'a dit. Non, on m'a dit défenseur central remplaçant de Marquis, quoi. Enfin, et c'est tout. Ouais. Donc il n'y a aucune envie de vouloir le faire basculer un peu à droite. Non, et je pense que dans le côté remplaçant de Marquinhos, tu le vois bien des fois dans des positionnements qu'il peut avoir qui sont très hauts sur le terrain, dans la manière dont il a une bonne qualité de pied, mais avec une petite palette physique un peu plus dense, quoi. Mais moi, on m'a jamais vendu sur le fait qu'il allait dépanner à droite, quoi. Non. Qu'est-ce que tu penses de son début de saison? Moi, je l'aime. Je trouve, en fait, globalement, même avec... je trouve que c'est. Alors moi, je voudrais après revenir sur la globalité, mais je trouve que c'est un début de saison. Je trouve qu'il y a eu quelques erreurs, mais il donne aussi quelques gages, je trouve, à la fois dans l'impact qu'il a pu mettre sur certains matchs. Moi, je l'ai vu démarrer un peu difficilement à Nantes. Et puis en fait s'imposer très naturellement et c'est comme pour tout le monde, quand on arrive quelque part, on a des moments dans un travail, on s'adapte. Il y a des fois on fait des grosses journées parce que je vais donner mon exemple, je fais un parallèle avec un journaliste sportif. On arrive, on sort des infos, puis il y a des jours où on n'en sort pas, et puis il y a des jours où on écrit des très bons papiers et d'autres moins bons. Ça fait pas de nous pour autant une mauvaise recrue dans un journal, parce que dans la durée on montre qu'on fait les choses bien. Et c'est pareil pour un joueur de football, et c'est pareil dans tout autre type de profession. Il y a Zabarni, tu l'as dit, Jonathan, il fait un super match à Barcelone, et il faut aussi garder en mémoire ces références-là de très bons matchs. Je crois que Paris a recruté avec Lucas Chevalier 2 joueurs extrêmement professionnels et extrêmement intéressants en termes de potentiel, et à un moment donné, il faut leur laisser un temps d'adaptation, et c'est là que je voulais revenir sur le côté un peu plus global de la chose. Je crois qu'on devrait faire une espèce de période de trêve. Donc là, en fait, on ne doit pas en parler. On n'en parle pas, on dit pendant 6 mois, où on en parle, mais sans faire des grands débats, sans tirer à boulet rouge,
Je veux dire, les mecs, ils sont pas aperçus en boîte de nuit tous les week-ends ou en train de fumer des clopes à la sortie du stade. Donc, c'est des professionnels consciencieux. À partir de là, je pense que tu sais que tu arrives dans un club qui est champion d'Europe, que pour Lucas Chevalier, tu passes derrière Gianluigi Donnarumma, qui est pour la deuxième fois cette année meilleur gardien du monde. C'est des statuts à assumer. Et en fait, ça nécessite que eux aient du temps pour s'adapter et que nous, à la fois les supporters et les journalistes, gardent une forme de cohérence dans la manière dont ils traitent le sujet. Ouais. Tiens, ça fait la transition avec Lucas Chevalier. Mathieu, je te pose la question un peu comme je l'ai posée à Jonathan tout à l'heure. Le deuxième but semble évitable et semble un petit peu de la faute de Chevalier, la frappe un peu écrasée de Morera et Chevalier qui tombe et qui l'arrête pas. Est-ce que pour toi, il est fautif sur ce but-là et est-ce que globalement, tu es un peu déçu du rendement qu'il peut avoir depuis le début de la saison? C'est un beau traquenard, tu me tends après Ouais. les paroles T'as vu pressages T'as vu de Marc. Mais, je suis à la fois d'accord avec ce que dit Marc, mais comme on est des débiles et qu'on supporte ce club, on est un peu obligé de sortir, tu vois, des épidémiques. Moi, j'ai envie d'y croire à Lucas Chevalier parce que ce qu'il avait vu, ce que j'avais vu de lui à Lille m'avait particulièrement plu. J'aime bien l'idée, ça n'a aucun intérêt, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait des internationaux français dans le club, ça me plaît et j'aimerais que ça se passe bien. Tu m'as dit que Mais tu le trouvais c'est très vrai. beau lui aussi d'ailleurs. Ah non, il est absolument banal, mais une banalité plutôt belle, on va dire, si tu veux. Mais après, il est plus beau que Jean-Louis, mais c'est pas tellement dur. Mais Surtout non, après c'est le passage Ouais, du après la chirurgien balafre. Singo. Après la ah balafre. ouais. Ce qui est frustrant, c'est que il a cette double parade dans début de match qui est vraiment exceptionnelle. Et bêtement, naïvement, dans ma télé, je me suis dit, tiens, et si c'était enfin le déclic pour lui et qui rende un match une copie absolument parfaite où il n'y a rien à redire sur quoi que ce soit. Parce que je trouve que dans le jeu au pied, dans la personnalité, je trouve que tu vois vraiment la différence avec Ah ouais, je Gianluigi suis complètement d'accord. et ce qu'il apporte dans l'assurance. Et d'ailleurs, c'est très drôle qu'il fasse plutôt des. Je trouve qu'il fait pas des bévues, mais il est vraiment critiquable sur des buts qu'il prend bêtement. Mais il a cette forme de confiance dans le jeu au pied, dans les choix qu'il fait, dans la manière dont il se positionne comme vrai joueur de champ. Je trouve que c'est enfin, c'est vachement impressionnant. Mais c'est vrai que pour le moment, je trouve qu'il n'a pas encore ce match référence où tu te dis, voilà pourquoi on a pris 40 millions, voilà pourquoi on a fait ce choix technique par rapport à Gianluigi Donnarumma. Et c'est lui l'avenir. Là, pour l'instant, c'est vrai que tu as l'impression qu'à chaque match, il y a cette espèce de pièce qui est remise dans la machine pour dire, il y a des doutes, il y a des doutes. Ouais, Tottenham, il y a une boulette. Toulouse, il y a un but où il est pas très clean. Il y a Marseille, Marseille aussi, forcément. ouais, la sortie. À Barcelone, il a une sortie un peu bizarre que Zabarni sauve, mais tu te dis, est-ce qu'il a mal lu l'appel ou après c'est des détails là. Là, tu es obligé de dire que sur le deuxième but, il est un peu bizarre, ou même sur le premier, pourquoi il saute comme ça en reculant. Enfin, après, on n'est pas des, tu sais, tu te transformes en lolichon, tu sais, genre t'es un expert du gardien de but, mais c'est vrai que pour le moment, tu as des doutes sur lui et c'est un poste tellement dur parce que la moindre erreur, c'est but. Et puis, tu es focalisé sur lui. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, on va regarder que lui. Mais pour moi, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un choix technique du coach, du staff, et qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de prendre des joueurs via Fabian Ruiz. Il y a 2 ans, on disait que c'était un mollusque, que tout le monde voulait le défoncer. Aujourd'hui, c'est Toi aussi, Iniesta. hein. Ouais, bah oui, moi le premier, tu vois. Je veux dire, Donnarumma, après le match aller contre Liverpool, je veux dire, il n'y avait aucun débat, fallait s'en séparer. Je veux dire, donc, tu vois, il y a plein de choses. Vitinha, on l'appelait Vitinul. Enfin, il a montré le coach, ce staff, qu'ils arrivaient vraiment à faire cranter les joueurs, mais de 5 niveaux. Donc pourquoi il n'y arriverait pas avec lui? Sachant que le coach des gardiens est plutôt bon. Et après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas de concurrence. Parce que tu sais que Safonov, de par Zabarni, il ne pourra pas jouer parce que sinon ils vont s'égorger en plein match. Et puis que là, la hiérarchie, elle est clairement établie. C'est pas comme quand Donnarumma arrive ou À la base, normalement, l'année Navas. dernière, la hiérarchie, elle est établie entre Donnarumma et Safonov. Et pourtant, Safonov, il a joué, enfin, il est titulaire à Munich en Ligue des Champions. Hein. Cet épisode-là, d'ailleurs, il aurait dû nous faire comprendre tout de suite que pour Donnarumma, c'était mort en fait. Ah oui, voilà. De toute façon, dès le départ, tu avais des bruits de couloir que Luis Enrique, il n'était pas adepte tactiquement et techniquement de Donnarumma. Et donc, il a essayé Safonov. Bon, il s'est vite rendu compte à la première sortie sur corner que c'était une pipe. Donc, il s'est dit, bon, je vais mettre le moins nul de deux. Et là, l'avantage de Chevalier, c'est qu'il sait que, sauf s'il se fait le genou,
le Russe, il va jamais lui prendre la place. Donc, il a une espèce de boulevard où il n'a pas de concurrence et il est voulu par le staff technique et par le coach. Maintenant, c'est à lui de sortir un gros match et de nous fermer nos gueules, quoi. C'est juste une question de temps, Jonathan, parce que vous parliez tout à l'heure du fait que il a fait une double parade. On s'est dit ça y est, ça lance le truc, etc. Contre Tottenham, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le premier but, c'est aussi une parade extraordinaire d'abord de Chevalier, et puis finalement, ça revient sur un joueur de Tottenham. Donc il y a ces moments forts où il arrive à faire des parades d'exception des meilleurs gardiens du monde. Hein. Ouais, et il arrive aussi, en plus, le siège, il est compliqué parce que tu sors de... Alors, tout le monde parle de la saison, mais c'est vraiment 4 mois où Donnarumma fait 4 mois extraordinaires. Et ça, personne ne pourra l'enlever. Et je pense qu'il y a une immense part de responsabilité dans ce titre de champion d'Europe. Et tu arrives après ça. Mais il ne faut pas oublier que Donnarumma, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y a 1 an contre Arsenal, il fait une double bourde. Après, il y a le match contre l'Atlético aussi, il a la main molle. Pareil, contre Liverpool au match aller. Sur le seul tir cadré, voire le seul tir du match, il se troue. Effectivement, au mois de février, on se disait que Donnarumma, il n'était jamais décisif pour le PSG, il n'était jamais ce goal que voulait absolument Paris. Maintenant, on a l'impression, en fait, ce que vous disiez un peu tout à l'heure, c'est qu'on n'apprend jamais des erreurs du passé, quoi. C'est-à-dire, calmons-nous. Effectivement, ça fait 10 matchs qu'il est là. C'est un nouvel environnement, c'est une nouvelle pression. Il rentre dans une équipe qui vient d'être championne d'Europe avec un gardien qui a fait la meilleure saison de sa vie, et c'est la meilleure saison d'un gardien de but de l'histoire du club. Voilà, tout ça fait que laissons un peu de temps. Après, on verra effectivement avec... Mais ce que disait tout à l'heure Matt, il a raison, c'est que si Luis Enrique a réussi à faire progresser autant de joueurs, je ne vois pas pourquoi est-ce que Lucas Chevalier ne pourrait pas aussi progresser et se soulager un peu de cette charge mentale d'arriver au Paris Saint-Germain, d'autant qu'au pied, je le trouve vraiment... il me bluffe au pied parce que tout le monde parlait de son jeu au pied, mais je me rappelle à Lille, il y avait quand même quelques petites limites. Je le trouve super bon, moi, au pied. Là. C'est un vrai 3e défenseur limite dans la construction du jeu, quoi. Tu voulais réagir, Marc? Moi, il y a 2 choses qui étaient importantes. C'est quoi dans ce bilan un peu difficile qui est fait sur Lucas Chevalier? On oublie évidemment la qualité de son jeu au pied et ce que ça apporte. Moi, j'ai l'impression que quand le gardien reçoit le ballon, aujourd'hui, on n'est plus en danger. Enfin, quand Donnarumma touché le ballon au pied, j'ai l'impression de suffoquer, quoi. C'était terrible. Et voilà, aujourd'hui, tu sens que lui, il va faire quelque chose qui va servir à l'équipe. Ça, c'est important. Dans les matchs qu'on a cités, Tottenham, il est fautif, mais il sauve quand même dans la séance de tir au pénal, il en sort 2, je crois. Hein. Donc ça, c'est important. À Toulouse, il en sort 2 aussi des pénaux. Donc voilà, il y a quand même un bilan qu'il faut pour qu'il soit juste, il faut qu'il soit équilibré. La deuxième chose que je voulais dire, et ça revient un peu au propos qui était celui qu'on faisait au début de l'émission, le côté alarmiste en fait dans ce club, on est censé apprendre, je veux dire, ce côté alarmiste, ce côté est-ce que c'est une erreur de recrutement, ça existe, ça venait avant du fait qu'il y avait une instabilité décisionnelle dans ce club. Un coup, un joueur était choisi par un directeur sportif, puis le coach arrivait et n'en voulait pas, et donc il n'était pas bon, donc on remettait en cause sa place, et puis on le jetait au feu. En fait, il n'y avait jamais de continuité. Voilà, il n'y avait jamais de continuité. Aujourd'hui, il faut faire confiance au cadre qui a été installé par le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité décisionnelle. Les joueurs, quand ils viennent au Paris Saint-Germain, ils sont voulus et de manière totale, c'est-à-dire qu'il y a un consensus entre un directeur sportif et un entraîneur qui a tranché et qui a choisi et qui a dit à son directeur sportif, je veux ce joueur-là. Et donc ensuite, derrière, une machine qui s'exécute pour le faire venir et le mettre dans les meilleures conditions, et puis après dans les meilleures conditions techniques par l'entraîneur. Donc en gros, s'ils sont là, c'est que le coach les a voulu et qu'il va les faire progresser parce qu'il a vu quelque chose. Il a réussi à les projeter dans plusieurs mois et dans ce qu'il va faire. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce que Luis Enrique a vu en eux quand ils vont être dans une forme optimale et dans un rendement optimal. Bon, on va patienter alors avec Zabarni et Chevalier en espérant que ça se passera un tout petit peu mieux, mais là encore, franchement, on ne s'alarme pas non plus des masses. Hein. On n'est pas sur des grandes inquiétudes pour les 2. Je dis les 2 recrues, il y en a 3, parce qu'il y a Renato Marin qui est venu pour être le 3e gardien et donc qui est aussi dans l'effectif. On va terminer cette émission avec le match de demain.
Leverkusen, Paris Saint-Germain, 3e journée de la Ligue des Champions. On rappelle qu'il y aura une grande soirée sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France avec Pierre Clément, avec Eric Rabé-Sandratana et bien sûr avec Bruno Salomon qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est actuellement en train d'arriver en Allemagne pour se déplacer donc, du côté de Leverkusen. La dernière fois qu'il est allé en Allemagne, Bruno, c'était plutôt pas mal. C'était une petite. Toi aussi d'ailleurs. Oui, j'y étais aussi. Toi aussi. Tout le monde en fait. Donc on va parler de ce match face à Leverkusen. Est-ce que on va retrouver le PSG mode Ligue des Champions? Parce qu'on parle de ce qui est un peu moins bien avec les remplaçants, etc. sur la Ligue 1 là, depuis le début de l'émission. Mais le fait est que Atalanta-Barça, qu'il y ait titulaire ou remplaçant, titulaire face à Atalanta, remplaçant face au Barça, on a eu un rendement qui a été très 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 positif. Est-ce que tu vois demain, Mathieu, un PSG en mode machine, quoi, un truc où tiens, on les a pas vus depuis un petit mois, on les retrouve? Je sais pas machine, mais tu sens que oui, qu'en Ligue des Champions, il y a une intensité différente, une concentration différente. Ils savent que c'est leur compétition, ils sont tenants du titre. Ils ont mesuré l'année dernière le sacerdoce que c'est de se compliquer la tâche en phase de poule avec ce match aller-retour en janvier où tu rencontreras pas forcément Brest toutes les années. Donc j'ai le sentiment qu'ils ont envie d'être dans les 8 pour s'éviter plein de choses et de plus essuyer les plâtres comme l'an dernier et que tu peux pas avoir un parcours sans ombrage physique comme ça tous les ans. Donc ils vont être très très sérieux. Ça reste un match compliqué à l'extérieur contre le vice-champion d'Allemagne. Les équipes de Bundesliga s'envoient beaucoup de dribbles, s'envoient des courses, donc il faudra être qui est en forme en plus depuis qu'ils ont viré ils ont viré Tenag au bout de 1 ou 2 matchs je crois. 2 matchs. Ouais. Et ça va beaucoup mieux depuis qu'ils ont pris le nouveau coach. Ouais. Après, c'est une équipe qui prend des buts. Après, c'est une équipe qui a perdu 6 titulaires l'été dernier. Son coach, qui était quand même Xabi Alonso, c'est une équipe qui a beaucoup changé, qui a beaucoup d'absents, qui n'est pas réputée pour être très forte défensivement, mais par contre, qui a une palette offensive extrêmement variée. Donc, il faut être sérieux. Et si tu arrives à ouvrir le score assez tôt, comme tu l'avais fait à Stuttgart, par exemple, qui était une équipe de Bundesliga, ou si on peut avoir la bonne idée, par exemple, de faire comme en 2014, où on a gagné 4-0 en ouvrant le score très vite, eh ben, on se mettra dans les meilleures dispositions pour ensuite aller à Lorient, quoi. Je rappelle, c'est Kasper Hjulmand, le nouvel entraîneur de Leverkusen. C'est l'ancien sélectionneur de Danemark, exactement. Le Bayer Leverkusen qui, avec Hjulmand, a battu notamment Francfort, qui est aussi en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, pour le moment, c'est 2 matchs nuls, 1 à Copenhague et 1 contre le PSV. Est-ce qu'on va retrouver le vrai PSG, Jonathan? Oui. Oui, c'est le PSG qu'on a vu. Je pense qu'on verra, oui, effectivement, le vrai PSG. En plus, en fait, même les remplaçants te donnent satisfaction. Et alors, Leverkusen, sur le papier, effectivement, c'est satisfaisant. Mais quand tu vois, là, encore ce week-end contre Mayence, qui est 16e, c'est un match où ils gagnent que 4-3. Ils font 2 matchs nuls en Ligue des Champions contre le PSV et Copenhague. Et pour avoir vu le match, oui, j'ai vu le match contre Copenhague. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai vu ce match effectivement. T'as vu Copenhague? J'ai vu Copenhague Bayer Leverkusen et Leverkusen avait été en difficulté. Ils sont menés dans les dernières minutes. Donc c'est une équipe. Si le PSG est sérieux, honnêtement, c'est une équipe que Paris doit facilement gagner, quoi. Et que si tu fais 9 sur 9, t'as plus de points que lorsque tu abordais il me semble, la 6e journée de la Ligue des Champions, donc la saison dernière. Donc autant te dire que si tu gagnes, vraiment, tu te mets vraiment tranquille, en sécurité avant d'aborder, d'autant que le match d'après, c'est contre le Bayern au Parc, qui est pour moi le plus gros adversaire et un des favoris de la Ligue des Champions. Donc ça serait bien de faire le plein de points avant le Bayern, quoi. Mais si tu es sérieux, pour moi, il n'y aura pas de problème. Il y a un focus, c'est celui de terminer dans le top 8. Donc forcément, là, il n'y a pas de questions à se poser. On y va à fond. Je pense. Et il y a un signe qui ne trompe pas ce week-end, qui a été donné dans le match contre Strasbourg. C'est Vitinha et Hakimi qui ne jouent pas? Ah ouais, quand il s'est chauffé. Nuno Mendes est rentré à 3 partout à la 90e. Il est fait s'échauffer, et puis en fait, il est rappelé sur le banc. Tu vois, il est dans un objectif de gestion. Et il y a un deuxième signe qui ne trompe pas. C'est le retour de Marquinhos et de Ousmane Dembélé dans le groupe. Je suis même pas sûr qu'ils jouent, mais leur présence, elle veut dire quelque chose. Elle est censée insuffler quelque chose à l'équipe. Et puis si ça tourne mal, parce que je pense qu'aucun des deux n'a 90 minutes, voire une demi-heure dans les pattes. Enfin peut-être, qui sait.
Mais voilà, ces deux signes me font dire que il y a un focus complet sur ce match, et j'espère, je crois que le match du Bayern, ça sera après la seconde trêve internationale, si je dis pas la non, je crois que troisième, c'est juste avant. juste avant. Ouais, c'est le 4 malheureusement. novembre. Ouais, malheureusement. Voilà, non, mon propos est mort alors. Tu voulais dire quoi? Non, mais j'aurais espéré, si c'était après, j'aurais espéré que l'équipe de France pardon. N'allez pas faire jouer trop de mecs un peu avant le match du Bayern. Bien sûr. C'est vrai. Mathieu, Marc a esquissé le retour de Marquinhos et de Dembélé qui font partie du groupe. Les 21 joueurs, on rappelle qu'il manque toujours João Neves et Fabian Ruiz qui sont pas dans le groupe et qui font pas le déplacement du côté de Leverkusen. Est-ce que tu penses que c'est pour les remettre un peu dedans ou non, ils postulent à avoir des minutes dès demain? En fonction de la tournure du match, tu peux les faire rentrer pour regoûter un peu la pelouse. J'ai du mal à les voir débuter, même si tu sais jamais avec ce coach puis la manière dont ils se sont préparés. Mais ça t'offre peut-être aussi des options supplémentaires, notamment offensives, sur le banc, en fonction de la tournure du match. Mais c'est bien de les remettre dans une sorte de mise au vert, de retrouver l'équipe, le groupe. Ça va créer une forme d'émulation. Ça va permettre aussi d'intégrer peut-être plus facilement les recrues aussi, les jeunes. Tu as le capitaine et le meilleur joueur Ballon d'Or qui reviennent. C'est pas n'importe qui. Donc c'est toujours important de reconstituer le groupe. On n'a jamais été aussi près d'avoir un groupe au complet. Là, il te manque encore quelques joueurs. Et je pense que quand tout le monde sera là, ça va faire du bien quand on verra des feuilles de match où il y a des mecs en tribune avec des sacrés CV. Et c'est des choix par manque de place. Plutôt que là, aujourd'hui, tu faisais parfois des groupes des feuilles de match à 16 joueurs parce que tu n'avais personne, quoi. Jonathan, tu es impatient parce que là, on va peut-être voir les premières minutes de Dembélé Ballon d'Or. Oui, c'est vrai. Avec le Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'il faudra aussi, décidément, c'est le maître mot de ce podcast, être patient avec lui parce que ça va faire 2 mois qu'il a plus joué au football. Donc, je pense qu'il va falloir aussi être patient et qu'effectivement, tout dépend le scénario du match. Je le vois bien faire quelques minutes aussi, une quinzaine, vingtaine de minutes peut-être pour se remettre en jambes, avec pour objectif, je pense en ligne de mire, être à 100% ou du moins proche du 100% pour le Bayern, quoi. Bon, on verra ce que ça donnera avec Ousmane Dembélé et avec Marquinhos. C'est la fin de cette émission. Coup de sifflet. Voilà pour cet épisode de 100% PSG, la tribune. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en podcast parce que 100% PSG, la tribune est toujours énormément écouté. On est dans le top 15, je crois qu'on est 12e du réseau ici, global, national. Donc merci à tous ceux qui nous écoutent. C'est les anciens, c'est le sang de la veine, c'est les anciens qui sont là en podcast. Et puis tous ceux qui nous découvrent sur YouTube, merci à vous d'être avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, ça nous aide énormément, à vous abonner à la chaîne 100% PSG ici Paris Île-de-France, et puis également à commenter pour que le débat s'installe et qu'on crée une vraie communauté. On sera en direct, en live sur YouTube demain pour la grande soirée de Ligue des Champions entre Leverkusen et le Paris Saint-Germain. Je vais remercier Jonathan Bensadoun, merci Marc Méchenois, merci Matt Fort d'avoir été avec nous dans cette émission. Les prochains rendez-vous sur cette chaîne YouTube, on a le billet qui est là tous les matins, c'est avec moi. On a la tribune qui sera là dès mercredi pour faire le débrief de ce match entre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain, et puis vendredi le mag avec Pia Clément. Allez voir l'épisode avec Tariq qui est hyper sympa et qui raconte son amour du Paris Saint-Germain. Oui, j'avais un truc à dire sur Tariq, c'était mon surveillant au collège. Voilà. C'est vrai? Ouais. Voilà, comme quoi maintenant il se retrouve dans les studios à Romainville, au collège Gustave Courbet. Voilà, on embrasse Romainville, voilà, puisque c'est la ville des Romains. Voilà. Et de Warren Zaïre-Emery. Et de Warren Zaïre-Emery, exactement. Passez une très très belle journée, bon match demain et à très vite dans 100% PSG, la tribune.